Il y a quelques semaines. Mon fils m'a appelé pour me dire que mon petit-fils avait réussi son examen d'entrée à l'université. C'est une bonne nouvelle, et j'aurais dû être heureuse. Mais en écoutant sa voix au téléphone, j'ai senti quelque chose d'étrange monter en moi. C'était comme si je m'apercevais seulement à ce moment, là que je ne connaissais rien de ses rêves, rien de ses peurs, rien de ce qui le faisait sourire vraiment. Je m'appelle Marguerite, j'ai 78 ans, et ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est l'histoire de comment j'ai construit une vie que tout le monde enviait. Mais comment j'ai perdu les gens qui auraient pu la rendre précieuse. Vous savez, quand vous êtes jeune, on vous dit que la réussite vient en premier. On vous dit que si vous travaillez assez dur, si vous n'abandonnez jamais, si vous restez focalisé sur vos objectifs, le bonheur suivra. C'est ce qu'on m'a répété encore et encore, à l'école, chez moi, partout. Ma mère était couturière, mon père travaillait à l'usine, et même s'il n'y avait pas beaucoup d'argent. J'ai grandi avec une certitude, je ne serais pas comme eux, je voulais plus. Et je n'entends pas ça d'eux. Manière méchante? Pas du tout. C'était juste que je voulais construire quelque chose de grand, quelque chose dont je pourrais être fière. À 23 ans, j'ai commencé à vendre de l'immobilier. Je ne savais presque rien du marché, mais j'avais quelque chose que beaucoup de gens n'avaient pas, la détermination. Je travaillais 6 jours par semaine. Je me levais à 5 heures du matin et je ne m'arrêtais que quand il faisait trop noir pour continuer. Je lisais tout ce que je pouvais sur les transactions, les contrats, la fiscalité. Mon mari, Philippe, il disait que j'étais obsédée et il avait raison. Je l'étais. Quand mon premier fils est né, j'étais au bureau en train de négocier une vente importante. Je me souviens que l'infirmière m'a appelée, elle m'a dit que tout allait bien, que le bébé était magnifique. Et au lieu de laisser ce moment devenir important, j'ai dit à l'infirmière que j'appellerais plus tard. J'ai terminé cette vente et j'ai gagné ma plus grosse commission de l'année. À ce moment-là, ça m'a semblé brillant, un accomplissement extraordinaire. Mais ce que je ne savais pas, c'est que j'avais manqué quelque chose que je ne pourrais jamais récupérer. Les années ont passé et la vie s'est déroulée comme une sorte de monologue où j'étais seule à parler. J'ai construit une entreprise, j'ai acheté des immeubles, j'ai investi dans des projets. Ma maison s'est remplie de meubles beaux et chers. Il y avait des tableaux au mur et du marbre dans la cuisine. J'avais des gens qui travaillaient pour moi, des clients qui connaissaient mon nom, des banquiers qui m'appelaient pour m'offrir leurs meilleurs produits. Mon nom était dans les journaux locaux. On me présentait comme une femme d'affaires exemplaire, une femme qui avait réussi dans un monde d'hommes. Mais ma maison était vide d'une certaine façon. Je ne parle pas du bruit ou de la musique, il y avait du bruit. Il y avait des enfants qui grandiaient sous mon toit. C'est juste que je n'étais pas. Vraiment là-haut, j'étais présente physiquement, je payais pour l'école privée, pour les camps de vacances, pour tout ce qu'ils voulaient, mais je n'étais pas vraiment présente. Je ne connaissais pas les noms de leurs meilleurs amis. Je ne savais pas quel était leur film préféré ou quel était ce garçon ou cette fille qui les rendait nerveux à l'école. Je ne savais pas pourquoi mon plus jeune fils ne parlait plus beaucoup le soir au dîner, une habitude qu'il avait eue pendant des années. Philippe, mon mari, il a essayé de m'en parler. Je m'en souviens maintenant avec une clarté qui me blesse. Il m'a dit un soir qu'il se sentait seul, qu'il voulait que je m'arrête simplement, quelques mois, pour être avec la famille. Il a dit ça calmement, sans colère, juste une demande très simple d'une personne qui aimait quelqu'un d'autre. Et vous savez ce que j'ai fait? Je lui ai dit qu'il ne comprenait pas, que c'était une étape critique dans ma carrière, que dans 2 ans, peut-être 3, les choses s'arrangeraient. Je lui ai dit que si j'arrêtais maintenant, j'aurais regretté le reste de ma vie. 2 ans plus tard, Philippe a eu une crise cardiaque. Pas une crise majeure, merci Dieu, mais suffisamment grave pour qu'il doive rester au lit pendant 3 mois. Et cette fois-là, j'ai pris une pause. Je n'avais pas le choix. Pendant 3 mois, j'ai été auprès de lui chaque jour. Et c'est drôle, ces 3 mois, c'est parmi les plus simples et les plus heureux que j'ai vécus. Pas de réunion, pas de contrat, pas de chiffres. Juste nous, assis ensemble, parlant de choses qui ne me semblaient jamais importantes avant. Il me racontait des histoires de sa jeunesse. Des histoires que j'avais écoutées 1 million de fois mais que je n'avais jamais vraiment entendues avant. Quand il s'est rétabli, j'ai pensé que j'avais appris ma leçon. Je me suis dit que les choses allaient changer, que j'allais être une meilleure femme, une meilleure mère. Mais vous connaissez l'histoire. 2 semaines. Après son retour au travail, j'étais de retour à mon bureau jusqu'à 10 heures du soir. Les promesses qu'on se fait facilement à Azurmim sont si faciles à oublier une fois que la crise passe, mes fils ont grandi. Je les ai vus devenir des hommes, mais je ne les ai pas vraiment vus grandir, si vous comprenez ce que je veux dire. Il y a des photos, des vidéos, mais pas de souvenirs réels, pas des moments où j'ai vraiment écouté ce qu'ils me disaient. Mon plus jeune, il a commencé à avoir des problèmes à l'école à l'adolescence, des problèmes d'amis, je pense. Un professeur m'a appelé une seule fois. Il me l'a dit très gentiment,
mais il a essentiellement dit que mon fils avait besoin de sa mère. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai engagé un tuteur privé pour aider avec ses notes et j'ai pensé avoir résolu le problème. Le tuteur a bien aidé. Ses notes se sont améliorées, mais mon fils et moi, nous sommes devenus plus éloignés. À 55 ans, Philippe est mort. Pas d'une autre. Crise cardiaque, mais d'un cancer qui avait grandi silencieusement pendant des années. On ne l'a découvert que quand il était trop tard. Et vous savez ce que j'ai regretté en le perdant? Pas le fait que je n'avais pas acheté cette propriété de luxe aux Bahamas. Pas le fait que je n'avais pas réussi cette grande transaction immobilière. Ce que j'ai regretté, c'est tous les soirs où j'aurais pu m'asseoir avec lui et simplement écouter sa voix. Tous ces moments où il a essayé de me dire quelque chose et j'ai dit « Attendez une minute, je suis au téléphone ». Après sa mort, j'ai continué à travailler. C'est ce que je savais faire. C'est ce qui me donnait une identité. Je n'étais plus une femme, plus une mère, plus une épouse. J'étais Marguerite, la femme d'affaires. C'est la seule chose qui restait, et j'y ai collé comme une personne qui se noie à sa grippe à une planche. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Le succès ne me donnait plus cette sensation que j'avais avant. Quand j'ai fermé une grande affaire, j'attendais de me sentir comme je me sentais avant, mais il n'y avait rien. Il y avait juste une sorte de silence vide. Mes fils se sont mariés. Je les ai vus à la cérémonie. Bien sûr, on a pris des photos. Mais je ne connaissais pas vraiment leurs femmes. Je ne savais pas comment elles avaient rencontré mon fils aîné. Je ne savais pas quelle était la chanson préférée de la femme de mon plus jeune. Ce sont des détails petits moiressés, mais les petits détails sont ceux qui construisent une vie. Ce sont les petits détails qui font que quelqu'un dit ce nom avec amour au lieu de simplement le dire. Les enfants sont arrivés, j'avais 4 petits-enfants. Et j'aurais dû être heureuse de cette nouvelle, mais au lieu de ça, j'ai ressenti une sorte de panique. Je savais que si je ne changeais pas maintenant, je serais cette femme âgée qui regarde ses petits-enfants de loin, une femme que les enfants reconnaissent mais qui ne les connaît pas vraiment. Je me suis dit que j'allais prendre ma retraite, j'ai dit ça à mes fils. Mon fils aîné, il m'a regardé d'une manière très particulière. Il a dit simplement « Tu promets que tu vas vraiment le faire ». Pas si tu vas vraiment le faire, mais tu promets. C'était un test et nous le savions tous les deux. J'ai pris ma retraite. À 70 ans, j'ai fermé la porte de mon bureau pour la dernière fois. Et vous savez ce qui s'est passé? J'ai eu une dépression terrible. Non pas une dépression parce que j'avais perdu mon travail, mais une dépression parce que j'ai réalisé que la personne que j'étais sans mon travail. C'était quelqu'un de très vide. Je n'avais aucune idée de qui j'étais. Je n'avais pas de relation que j'avais nourrie pendant des ans, pas de vraies conversations, pas d'intérêt partagé avec ma famille. Donc j'ai dû apprendre. Et c'est ça, la partie la plus dure de cette histoire. C'est que j'ai dû apprendre à être une mère, une grand-mère, quand j'aurais dû apprendre ces choses il y a 30. Mes fils ont été très patients avec moi. Je ne le méritais probablement pas, mais ils l'ont été, lentement. Graduellement, ils m'ont laissé entrer dans leur vie. Je ne serai jamais la grand-mère que je pourrais avoir été Gen serait. Jamais aussi proche de mes enfance qu'une vraie grand-mère devrait l'être. Mais j'ai eu une deuxième chance, même si c'était une chance très tardive. Ce que j'ai compris, c'est que la vraie richesse n'est pas dans les maisons ou dans les noms qui apparaissent dans les journaux. La vraie richesse, c'est dans ces moments où quelqu'un regarde dans vos yeux et c'est que vous voyez vraiment celui qui est devant vous. C'est dans la capacité à écouter quelqu'un parler de sa douleur sans vérifier votre montre. C'est dans le fait que quelqu'un, une personne que vous aimez avouer, choisit de vous appeler juste pour vous dire qu'il a eu une bonne journée. Quand mon fils m'a appelé pour me dire que mon petit-fils avait réussi son examen, je lui ai demandé de me raconter tout. Je lui ai demandé à quel moment de la journée il a reçu le résultat, ce qu'il a ressenti face qu'il avait étudié, comment il avait passé la nuit avant l'examen. Et j'ai écouté, j'ai vraiment écouté. Et cette fois-là, j'ai promis à moi-même que je n'oublierai jamais ce moment. Ce moment où j'étais vraiment présente. Je suis une femme âgée maintenant. Je suis à la fin de ma vie, et il y a certaines choses que je ne récupérerai jamais. Je ne récupérerai jamais les années où j'aurais pu être une mère pour mes enfants. Je ne récupérerai jamais mon mari. Mais ce que j'ai, ça, c'est maintenant. Et ce que je veux que vous compreniez, c'est que la vie réussie n'est pas celle qui brille sous les projecteurs et qui apparaît dans les magazines. La vie réussie, c'est celle que vous vivez à côté de quelqu'un qui sait que vous y êtes vraiment. Vraiment là,